Bien, bonjour pour cette continuité aujourd'hui de guidage de lecture. Nous en étions page 70, un paragraphe un petit peu long sur lequel Seth faisait la comparaison entre l'entité, le fonctionnement de l'âme ou de l'entité, vous savez qu'il donne les deux noms, même s'il préfère le nom entité, et un ordinateur. Ouais, il disait donc que voilà, l'entité était une sorte d'ordinateur avec dès la naissance un programme avec une mémoire déjà pré-remplie. En tout cas, il insistait sur le fait qu'on nous n'étions pas une ardoise vierge au départ de notre vie, qu'il fallait donc constituer, créer notre vie aménagée à partir de ce qui était déjà en place au départ. Et que cet ordinateur était capable de programmer d'autres personnalités qui sortaient de ce qu'on pouvait concevoir dès le départ. Chacun avait sa propre autonomie, sa propre créativité, avec une certaine liberté finalement, autour de ce qui était programmé initialement. Et avant de reprendre, donc là on arrive à la fin justement de ce paragraphe où il parle des entités en lien avec l'ordinateur. Il concluait justement en disant: je ne suis pas en train de dire que l'âme ou l'entité est un ordinateur, mais je propose de regarder la question sous cet angle-là pour clarifier certains points. Et justement, en réfléchissant sur cette thématique cette semaine, j'ai d'autres éléments, je dirais des liens un petit peu qui me sont venus dans ma réflexion, qui allaient dans le fait que l'image de l'ordinateur était quand même une bonne image qui pouvait éclaircir différents points. Et donc, avant d'aller plus loin dans le guidage de lecture, ben, je vais m'arrêter un petit peu là-dessus, puis essayer d'illustrer les éléments qui me sont venus justement à l'esprit. Alors, le premier élément qui me paraît intéressant, c'est de se dire que l'ordinateur, il est constitué justement d'un je sais plus comment ça s'appelle, d'ailleurs le bloc, ça porte un nom précis. Bon, l'élément de base de l'ordinateur, la boîte, dans lequel il y a le disque dur qui constitue la mémoire. Voilà, DD, disque dur. On a la mémoire dont parlait Seth justement dans la séance. On a dedans un microprocesseur qui est là pour faire justement toute la programmation, pour appliquer les programmes, pour calculer. Un microprocesseur, à la base, c'est le cœur du système qui fait justement la programmation. Bon, et puis voilà, on a une prise électrique. Donc tout ça, c'est alimenté. Il y a un bloc, c'est relié. Mais surtout, ce qui me semble intéressant, c'est que dans le cœur de cet ordinateur, finalement, il fonctionne complètement en autonomie. Donc, l'ordinateur serait, dans l'image que je voudrais vous proposer aujourd'hui, serait le moi interne. Le moi interne, qui a donc son propre fonctionnement, qui a donc ses programmes chargés au départ dans le disque dur, qui a donc sa propre vitesse de fonctionnement, sa propre capacité à interagir, à fonctionner, voilà, à fournir en tout cas une base au fonctionnement. Et finalement, cette pièce centrale, l'unité centrale, voilà, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure. L'unité centrale, elle peut fonctionner en autonomie, mais elle a en général besoin d'interaction avec nous. C'est-à-dire qu'il y a une sorte on va dire d'interface, de fonctionnement, il y a des éléments avec un utilisateur.
Et cet utilisateur, pour moi, ce serait justement le moi externe. Et ce moi externe, alors on peut brancher ce qu'on appelle des périphériques dessus. Donc on peut brancher un écran. L'écran permet euh, à l'utilisateur d'avoir un retour des informations de l'unité centrale. On peut brancher une petite caméra. Et cette caméra, donc, alors voilà, écran, caméra. Le caméra, ce serait les yeux, finalement, de l'ordinateur. On peut brancher, bien sûr, un clavier. Et le clavier, c'est la porte d'entrée principale des informations que l'utilisateur donne à l'unité centrale. On peut brancher aussi, bien sûr, une souris. Et là aussi, ça permet donc de rentrer encore plus en communication. Donc la souris, elle est plutôt liée à l'écran. Et c'est un retour de l'utilisateur. En tout ça, ce sont des informations, finalement, euh, rentrantes, hein, sauf oui, si, la caméra aussi, parce que c'est une information. L'écran est une information sortante, uniquement. Mais on peut imaginer une imprimante qui permet de sortir des éléments également sous une forme numérique à une forme euh, concrète. Hein. Donc là, on est en 3 dimensions, donc dans le monde physique en 3 dimensions. Alors que là, il y a quelque chose de, c'est numérique, donc c'est virtuel. Hein, les informations, là, à ce niveau-là, elles sont virtuelles, et là, elles arrivent dans le monde en 3 dimensions. Et on a justement, voilà, cette interface-là qui fait le lien entre une sorte de boîte noire, cette unité centrale, qui fonctionne, qui calcule, qui travaille de son côté, qui fait plein de processus, d'applications que nous-mêmes nous ignorons complètement avec l'OS, le Operating System, donc Windows ou Mac, Apple, du coup, en fonction de ce qu'on utilise. Éventuellement les logiciels gratuits, son nom échappe, Ubuntu, voilà. Euh, donc, donc cette image finalement euh, de l'ordinateur me semble très intéressante justement pour expliquer le fonctionnement entre le moi interne et le moi externe, avec les deux mondes, le côté virtuel, oui virtuel du coup, car caché, interne, profond justement, et le côté 3D avec ce moi externe en relation avec le monde physique. Et donc un utilisateur. L'utilisateur, c'est le moi externe tel qu'on le perçoit au quotidien, qui utilise des yeux, qui utilise voilà, différentes informations pour percevoir son environnement en 3 dimensions. Et ces informations sont renvoyées à l'unité centrale, qui vont donc alimenter les informations du moi interne. Et le moi interne va renvoyer des informations. Donc là, il y a, dans mon analogie, il y a uniquement au niveau de l'écran hein, des informations qui peuvent remonter au niveau du moi interne. Mais on peut très bien imaginer que certains programmes restent cachés. Là, ce serait l'idée. Hein, les sens internes, par exemple, ils sont présents dans l'ordinateur, dans l'unité centrale, et peuvent de temps en temps ressortir, euh, peut-être sous forme de bug justement, ou au contraire, si on va déclencher certains programmes, enlever l'état de veille, enlever, enfin, vous voyez, tout ce fonctionnement finalement des ordinateurs qui fait qu'on peut aller chercher tel ou tel programme euh, pour débloquer une fonction particulière à un moment donné. Donc, pour revenir à ce que Seth disait avant, lui parlait principalement de l'unité centrale, de dire qu'il y avait quand même des informations
dès le départ, qui constituait d'ailleurs, à chaque fois qu'on allume un ordinateur, il est obligé de recharger tout ce qui est dans la mémoire morte. La mémoire morte, donc c'est le disque dur, c'est de la mémoire qui est donc stockée, mais qui peut être potentiellement utilisée, qui n'est pas dépendante de l'énergie. Là, c'est l'énergie électrique, qui fait que dès que l'ordinateur s'allume, il va charger dans un certain ordre tous les programmes, il charge son système opératoire de base, il va chercher toutes les petites applications, tous les processus dont il a besoin pour rentrer. En gros, il réapprend à lire, à écrire, à compter, à parler, tout. Il réapprend tout à chaque fois qu'il s'allume. Et voilà, il lance avec ses acquis, il lance son fonctionnement. Eh bien, notre vie, donc ça c'était ce que Seth disait à la session précédente, notre vie, elle est au départ un peu programmée. On part avec certains acquis, certaines capacités particulières, donc certains programmes, si on prend cette analogie. Moi, ce que je rajoutais, pour voir que ce soit encore une fois bien clair, ce que je rajoutais dans le schéma, c'est le passage du monde interne, le moi interne en tout cas, l'essence interne, au monde physique. Ce lien entre les deux, qui fait qu'il y a, comme s'il y avait deux fonctionnements un petit peu parallèles, avec des échanges. C'est donc tout le rôle des périphériques. Voilà en tout cas ce qui m'était venu dans cette réflexion par rapport à un ordinateur et que je trouvais assez ressemblante ou assez proche en tout cas de ce qu'on pouvait trouver dans le fonctionnement nous de notre côté au quotidien et sur laquelle je voulais donc revenir ou en tout cas commencer en ce début de séance. Voilà. Et puis à partir de là, je reprends donc le guidage. Donc nous en sommes au paragraphe où Seth dit que chaque personnalité possède la capacité inhérente d'accéder à un nouveau type d'existence dans un environnement donné, et précise-t-il, dans votre cas, la réalité physique, tout en augmentant par sa créativité la qualité même de sa conscience. Donc il y a en fait donc chaque personnalité, chacun d'entre nous, la partie visible en tout cas de nous-mêmes, avons, dit-il, une capacité qui est inscrite dans notre fonctionnement initial pour accéder à d'autres types d'existence. Un nouveau type d'existence dans la réalité physique. Et on augmente en même temps, grâce à la créativité, on peut augmenter la qualité de la conscience que nous avons. Moi, ce que j'en comprends, c'est que il y a au départ un pouvoir, une capacité particulière que l'on peut exploiter, qui est présente en nous, pour rentrer peut-être différemment en relation avec la réalité physique. Moi, c'est ce que je comprends dans cette phrase. Un nouveau type d'existence dans la réalité physique. Et qu'en même temps, cette utilisation d'une capacité qui est propre à nous et qui est déjà présente, nous aide à, grâce à notre créativité, donc on développe quelque chose de nouveau, nous aide à avoir accès à un niveau de conscience différent. Donc on va développer, on est en capacité de développer quelque chose de différent, mais en faisant appel à quelque chose de nouveau, cette créativité particulière que l'on développe. Et il continue dans la fin de la phrase, il y a un point-virgule entre les deux. Ce faisant, cette personnalité va se frayer un chemin à travers un système spécifique. Et elle brise les barrières de la réalité telle qu'elle la connaît.
Donc c'est vraiment cette notion de, hein, comme je disais, d'explorer quelque chose de complètement inconnu, d'aller chercher des éléments nouveaux, de déployer sa conscience dans des zones qui auparavant n'étaient pas accessibles. Et pour ça, on a besoin de développer notre créativité. Pour ça, on a besoin de se confronter à du nouveau, à aller explorer des éléments nouveaux qui vont nous donner accès justement à des zones de conscience non encore utilisées. Là, moi, je- j'essaie de voir un exemple dans notre vie. Si ça peut reprendre, je pense, l'exemple que j'avais donné la dernière fois. J'avais dessiné un schéma avec des sortes de paliers. Alors, bon, je continue à réfléchir là-dessus, hein, des paliers de niveau de conscience, de développement. Je sais plus exactement quels étaient les termes utilisés. Là, j'essaie de retrouver comment Seth présentait ça. Oui, c'est ça, les éclairs de compréhension qui faisaient atteindre un niveau particulier de la personnalité. Donc niveau, moi je comprends niveau de conscience. Là, c'est pas dit de manière explicite, mais moi c'est ce que je comprends dans cette notion, en tout cas d'évolution. J'avais dessiné après une sorte de palier suite à ces éclairs d'un coup de compréhension. C'est peut-être pas aussi simple que ça, mais bon, ça permet déjà de traduire une certaine forme de ce que Seth nous explique à ce niveau-là du livre. Peut-être que j'y reviendrai plus tard en trouvant un exemple ou une illustration meilleure. Et que justement, ces, ces éclairs, hein, tout d'un coup, ces éclairs de compréhension, eh bien, c'est l'utilisation de la créativité, pour moi, telle que Seth vient de l'expliquer. Ce sont les moments où on va justement déployer un nouveau niveau de conscience, où on va pouvoir se confronter à nos croyances passées, à, à se rendre compte que peut-être elles n'étaient pas aussi marquées, fiables, inscrites que ce qu'on pensait, que la réalité est un petit peu différente. Et donc un éclair de compréhension nous aide à, oui, peut-être estomper, faire disparaître, rayer certaines croyances que l'on pouvait penser avant comme vraiment installées, et puis aller vers d'autres croyances par la suite, hein, puisqu'on libère de la place à la rigueur, ou qu'on revisite en tout cas la réalité, eh bien ça permet d'inscrire à la place d'autres types de croyances. Là, voilà, je rebondis là-dessus, puisque c'est ce que je comprends dans la dernière partie de la phrase, hein. Il disait, en ce faisant, elle se fraye un chemin, en parlant de l'entité, à travers un système spécifique et elle brise les barrières de la réalité telle qu'elle la connaît. Donc c'est cette briser les barrières pour moi, c'est aller au-delà des croyances qu'on avait à une époque donnée pour s'ouvrir à d'autres champs de compréhension, à vraiment avoir accès, s'autoriser quelque part à avoir accès à une autre compréhension, donc à d'autres formes de la réalité. Euh, oui, c'est ça, c'est s'autoriser à voir la réalité de manière différente, nouvelle. Notamment sur des choses qui ne sont pas directement perceptibles, peut-être à un niveau physique concret, et peut-être aller plus vers les sens internes, vers ce que je développe et que Seth parle depuis le début du livre, hein, l'intuition, la créativité, tous ces éléments, les sens internes, etc., etc. Nous arrivons maintenant à 21h30, donc là c'est quand même assez intéressant parce il a dicté le chapitre précédent sur le lien entre entité ordinateur et le chapitre que et le paragraphe pardon, que je viens de vous lire en 5 minutes à peu près. Et il enchaîne en disant: Or, il existe en tout cela une intention
qui sera également examiné plus loin. Je le mentionne parce que je voudrais vous montrer que votre environnement n'est pas réel de la manière que vous l'imaginez. Là, on est toujours dans le 3e chapitre où il parle de son fonctionnement à lui. Il est en train de parler de son environnement. Et toujours en faisant le lien entre lui, ce qu'il vit, et quelque part, nous, notre compréhension de la réalité telle qu'on l'aperçoit, ça nous aide à mieux percevoir, et bien justement, lui, son environnement, et donc, nous, comment notre environnement fonctionne. Hein. Environnement ou réalité. Voilà. Comment, effectivement, nous pouvons avoir des interactions avec ce qui nous entoure de manière vraiment particulière. Et là, donc, il dit que justement, il y a une intention dans le fait de vouloir développer comme ça cette créativité, d'avoir accès à des nouvelles zones de conscience. Il en parlera un petit peu plus tard dans le livre, et là tout de suite, il insiste sur le fait que notre environnement n'est pas réel, qu'il n'est pas en fait constitué de la manière dont on imagine qu'il l'est. Et il continue justement sur la fin de ce paragraphe à aller plus dans ce détail en disant que à votre naissance, vous êtes déjà conditionné, il le met entre guillemets, à percevoir la réalité d'une manière particulière et à interpréter l'expérience dans un champ intense mais très limité. Donc, dès notre naissance, il y a un certain fonctionnement qui est prévu, préinstallé. C'est ce que je comprends, cette notion d'être conditionné, hein, qu'il y a donc une sorte de règle qui est rentrée dans notre fonctionnement. En reprenant l'analogie tout à l'heure avec l'ordinateur, c'est donc les programmes qui seront rentrés peut-être même dans la base de registre, hein, ce qui est parmi les éléments qui sont chargés en première. Je suis pas informaticien, mais j'ai l'impression voilà, que c'est vraiment la base de registre, c'est donc la liste un peu des éléments qu'il faut charger au tout départ pour apprendre justement à lire, à écrire, à compter, à faire toutes les fonctions qu'un ordinateur peut développer. Et pour moi, c'est ça, cette notion de conditionnement. C'est le fonctionnement de base qu'on va avoir, qui est déjà rentré dans une sorte de, oui, une petite boîte interne chez nous, qui va détailler notre fonctionnement de base, initial. Et ce conditionnement, eh bien, il est prévu pour justement influencer, ou en tout cas créer, la manière dont nous percevons la réalité autour de nous. Et nous allons donc interpréter toute la réalité qui est autour de nous d'une manière très unique et très particulière, en se focalisant. Seth insiste toujours là-dessus en disant que vous êtes finalement extrêmement concentré sur une microscopique partie de tout ce que la réalité peut vous offrir autour de vous. Donc c'est prévu comme ça, hein, c'est normal, c'est le fonctionnement habituel de l'être humain. Mais quelque part, vous vous aveuglez vous-même en restant extrêmement concentré sur, sur une toute petite partie de la réalité, finalement. Et puis il va passer au paragraphe suivant en disant « Il faut que je m'explique avant de pouvoir vous donner une idée claire de mon environnement. » Virgule, ou des systèmes de réalité dans lesquels je fonctionne. Donc là, c'est du côté de Seth, hein, dans son propre environnement, donc l'environnement ou les systèmes de réalité dans lesquels il fonctionne. Puisque je viens de le rappeler, ce chapitre est consacré à son environnement et que ça va nous permettre après de mieux comprendre le nôtre.
Mais il y a quand même un décalage important entre le fonctionnement réel de l'environnement, que ce soit celui de Seth ou le nôtre, puisqu'il y a beaucoup de similitudes, et ce que nous pouvons en percevoir aujourd'hui. Et c'est ce décalage que Seth essaie d'expliquer, hein, tout en sachant que c'est pas extrêmement évident, hein, de trouver ces explications. Alors, il va donner un exemple, justement. Il dit, par exemple, il n'existe pas d'espace entre mon environnement et le vôtre. Hein, on pourrait imaginer que Seth est une sorte d'extraterrestre et que donc il vit, entre guillemets, dans un espace extrêmement loin et que comme il voyage à la vitesse de la pensée, puisque c'est une entité sans corps, eh bien voilà, il arrive quand il veut, et il prend contact avec la Terre, et c'est comme ça qu'il peut transmettre le message. Lui dit qu'il n'y a aucun espace particulier entre son environnement et le vôtre. Donc ça, il y a, bah, il dit voilà, la phrase suivante, aucune barrière physique ne nous sépare. Donc là, je crois qu'on peut pas être tellement plus clair. Donc c'est assez étonnant puisque nous, on ne voit pas directement Seth effectivement dans son environnement quotidien. Mais en tout cas, il n'y a pas de barrière physique concrète, dit-il. Bon, donc c'est effectivement un petit peu particulier. C'est sans doute pour cette raison qu'il est obligé de détailler, d'expliquer clairement son environnement. Il va poursuivre dans la phrase suivante en disant la conception de la réalité à laquelle vous parvenez par le biais de vos sens physiques, de vos instruments scientifiques ou par déduction n'offre que peu de ressemblance avec les faits, et les faits sont difficiles à expliquer. Là, il vient de dire simplement que nous nous trompons sur ce que nous pouvons percevoir de la réalité. Ce que nous en percevons, ce que nous pouvons déduire, tout ce que l'on fait comme analyse, comme nous utilisons du matériel de la réalité physique, quelque part, hein, pour revenir à l'analogie du début de la séance, nous sommes l'unité centrale. Mais nous sommes obligés d'utiliser une webcam pour voir, mais on est limité par les paramètres de cette webcam, qui a par exemple une définition particulière, hein, une qualité de vision. Et puis la webcam, si personne ne la bouge, elle est limitée à un angle particulier, donc elle ne voit que ce qui est devant elle. Elle ne voit pas derrière. Nous ne pouvons émettre des informations que par un écran. Nous recevons des informations à travers un clavier. Mais si c'est un clavier QWERTY, AZERTY, si on est dans tel ou tel pays, les mots, la langue utilisée vont être différents. Si on est en Windows ou en Mac, le clavier n'est pas le même, les indications ne sont pas les mêmes, les raccourcis ne sont pas les mêmes, on va donc pas avoir les mêmes réactions, les mêmes déclenchements, en faisant pourtant en appuyant sur les touches qui seraient identiques. Il y a donc une dépendance dans notre relation au monde physique, dans ce que l'on peut en percevoir depuis le monde intérieur, une dépendance à ces sortes de périphériques, c'est-à-dire à nos sens physiques finalement, qui sont physiques. Ils ont donc les limites de la réalité physique. On ne peut pas demander à un objet physique de comprendre quelque chose qui n'est pas physique, autrement dit. Et c'est pour ça que souvent il va dire, mais vos scientifiques, ils observent la réalité physique en essayant de percevoir au-delà. Mais comme ils utilisent uniquement des objets, des instruments d'observation qui proviennent de votre réalité physique, ils ont toujours ce biais de la réalité physique. Ils ont toujours ce biais du monde en 3 dimensions
qui fait qu'ils ne peuvent pas aller observer au-delà. Ce qui fait que ces instruments sont limités par définition à ce qu'ils peuvent capter dans le monde physique et à partir du monde physique. Et ça, c'est un biais énorme. C'est-à-dire, on ne s'en rend pas compte parce que on est par définition tout le temps dans le monde physique. Donc, c'est extrêmement compliqué d'aller chercher au-delà. En tout cas, on ne peut pas le faire avec des instruments du monde physique classique. De 7 nous propose d'aller explorer le moi interne avec nos sens internes. Et les sens internes n'appartiennent pas au monde physique. Euh, non, c'est ça. Ils sont liés au moi interne, donc c'est pas dans le monde physique. C'est justement, c'est pure énergie. C'est, je ne saurais pas comment décrire. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est des fréquences, donc c'est de l'énergie. Et la difficulté, toujours, c'est qu'au moment où ces sens internes nous envoient une information, il faut que ça bascule dans le monde physique pour que nous, on puisse les percevoir. Et ça induit une transformation. Ça induit forcément un biais. De même que un ordinateur, il est capable d'avoir une image extrêmement précise en lui, mais quand il la projette, il est obligé de s'adapter à l'écran, avec la qualité de l'écran, le nombre de pixels qu'il a. Il est obligé de retraduire. Et quand on zoome sur une image, on se rend compte que plus on zoome, plus on gagne en qualité de l'image. Cette image-là, elle est bien stockée dans le disque dur. L'ordinateur, il a accès à ces informations, il sait que l'image est beaucoup plus précise dans ce qu'il a. Mais ça ne peut pas apparaître sur l'écran, à une certaine échelle. Ça peut apparaître que si on arrive à zoomer. Et l'utilisation des sens internes, pour moi, c'est exactement la même chose. Nous avons en nous une capacité, c'est pas tellement une capacité, une quantité d'informations bien particulière, un stock d'informations qui est présent en nous, mais que nous ne pouvons accéder qu'à travers nos sens physiques. Et malheureusement, au moment où on y accède, ça déforme le message. Ça déforme l'information. Donc peut-être que c'est ainsi, il faut accepter qu'il y a forcément une sorte de transformation, de dégradation du message tel qu'il est présent au départ, et que donc nous devons accepter de n'avoir accès qu'à une, une transformation du message initial, de nos sens internes. Donc ça, c'est la dernière phrase, en tout cas, là, de ce paragraphe où Seth parle de la conception de la réalité, puisqu'elle ne nous parvient que par nos sens physiques, nos instruments scientifiques ou par nos déductions. Et bien finalement, ce qu'on peut en observer ne ressemble pas vraiment aux faits réels. Et là, Seth disait effectivement que c'était quand même compliqué à expliquer, puisqu'il faut, avec des mots physiques, expliquer quelque chose de non physique. Ça reste, voilà, ça reste assez difficile de faire ce passage. C'est comme de parler à quelqu'un qui ne parle qu'une langue étrangère. On peut essayer en s'exprimant avec son corps, avec différents mots, avec l'intonation. C'est-à-dire, les mots n'ont plus de valeur en tant que tels. Donc l'information qu'on essaie de faire circuler n'a plus de valeur en tant que telle. On se retrouve face à une culture différente, mais un ensemble d'intonations. On voit plutôt si c'est on est content, pas content, est-ce qu'on sourit pas. Des indications avec le corps qui sont un peu plus universelles. Je pense que de montrer qu'on met quelque chose dans sa bouche, c'est à peu près universel de montrer qu'on cherche à manger ou qu'on a faim. Si en même temps on se frotte le ventre, bon, là peut-être que je me trompe, c'est peut-être pas universel, mais en tout cas en Occident, je pense même si on ne connaît pas des langues spécifiques quand on voyage, bon, je pense qu'on va plutôt se faire comprendre qu'on est en train de chercher à manger. Si on fait un geste en renversant la tête en arrière,
comme si on était en train de boire une bouteille. Là aussi, c'est une sorte de convention, donc effectivement, c'est pas universel, mais c'est une sorte de convention un petit peu dans les cultures qui sont proches de la nôtre, donc notamment ceux qui connaissent les bouteilles, ceux qui boivent régulièrement des bouteilles. C'est quand même plus facile de se faire comprendre que d'essayer de trouver le mot exact dans la langue que l'on ne connaît pas. Donc c'est une façon de trouver comme ça une manière de traduire, même dans une langue qu'on ne connaît pas, euh, traduire quelque chose de très subtil, hein, un mot, une intention, on va le retraduire de manière grossière pour réussir à se faire comprendre. Là, Robert indique que Gen 7, il lit les deux prénoms, se penche en avant, les yeux sombres et grands ouverts. Il est 21h34, donc voilà, 4 minutes là à nouveau pour avoir dicté le dernier paragraphe. Et à partir de là, il commence un nouveau paragraphe en disant: vos systèmes planétaires existent simultanément, à la fois dans le temps et dans l'espace. L'univers que vous percevez visuellement ou à l'aide d'instruments, hein, il insiste souvent sur cette notion-là, donc l'univers que vous percevez paraît composé de galaxies, d'étoiles et de planètes, situées à diverses distances de vous. Et là, il va dire une phrase extrêmement importante. Il dit fondamentalement, c'est une illusion. Nous avons cette impression qu'il existe le temps et l'espace. Les règles physiques telles qu'on les connaît à l'heure actuelle ont l'air toutes de converger, faire des choses à peu près cohérentes, même s'il existe dans les règles physiques ou mathématiques des sortes de gros bugs. On n'a toujours pas trouvé l'équation unique qui va relier le tout petit et le très grand. Hein, donc les différents types de physique, hein, physique quantique, physique relativiste. Euh, et Seth nous parle régulièrement de cette notion-là. Pas de temps et pas d'espace au sens où vous l'entendez. C'est pour ça qu'il venait de dire dans une phrase juste avant, vos systèmes planétaires existent simultanément. Hein, dans le temps et dans l'espace. Quelque chose de simultané. Il y a tout le temps. Tout est au même endroit, tout est en même temps. Toutes les périodes de notre histoire sont en train de se passer là, maintenant. On a donc une capacité de réécrire, de modifier, de participer de manière différente à n'importe quelle époque de l'histoire de l'humanité. Ou sinon, nous, à notre échelle, nous pouvons revenir n'importe quand, dans chacune de nos personnalités, dans ce qu'elle a vécu. Et dans ce sens-là, oui, effectivement, nous pouvons vite comprendre que nous sommes éternels. Nous avons en tout cas cette capacité à avoir accès à beaucoup plus d'éléments que ce qu'on pourrait penser au départ pouvoir avoir accès. Donc là, Seth nous dit que les planètes, les galaxies, les étoiles, c'est une illusion. Il continue en disant: vos sens et votre existence, même en tant que créature physique, vous programment pour percevoir l'univers de cette façon. Hein, donc, nos sens et notre existence. Donc, le point de départ, hein, le programme dont il parlait à la séance précédente. Une sorte de pré-programme qui est rentré. Tout nous prépare
à rentrer dans un univers qu'on va créer de manière conjointe, toute l'humanité, on s'est mis d'accord sur certaines règles, et donc tout nous prépare à percevoir l'univers de cette façon. Alors que, dit-il, fondamentalement, c'est une illusion. Et une de ses ambitions, c'est justement de nous apprendre à aller voir au-delà de cette illusion fondamentale. Il dit à la suite que l'univers tel que vous le connaissez est votre interprétation des événements qui font intrusion dans votre réalité en 3 dimensions. Donc, nos sens et notre existence euh, nous programment, nous incitent, à la base, sont constitués de telle manière que nous percevons l'univers avec ces phases tension. Hein, c'est- il n'y a pas, euh, il n'y a pas cet espace, il n'y a pas le temps. Et c'est tellement compliqué à imaginer puisqu'on est justement plongé dedans. Ça fait partie de notre quotidien. Tout le temps, on fait appel à ces concepts. Euh, on se déplace à pied, en voiture, en transport en commun. On va quelque part. On a l'impression d'aller quelque part. On a l'impression que ça prend du temps. On a l'impression qu'on va, voilà, je vais dormir 8 heures. Je vais me réveiller à telle heure. Nous avons rendez-vous demain à telle heure. C'est du temps. Et là, ça vient bousculer tout ça en disant, mais non, en fait, ce ne sont que des conventions, ça n'existe pas. C'est extrêmement bizarre, hein, au départ. Ça demande d'être répété régulièrement, je pense. C'est pour ça qu'il le répète tout le long, depuis le début du livre, de différentes manières, euh, pour essayer de nous faire suspecter, découvrir, euh, je vais pas vraiment dire comprendre, parce que même si c'est une partie mentale, on a beau se le répéter, il y a quelque chose de beaucoup plus subtil qui doit s'imprégner dans notre fonctionnement pour percevoir les choses de manière différente. Voilà. L'univers tel que vous le connaissez est votre interprétation des événements qui font intrusion dans votre réalité en 3 dimensions. Tout ce qui se passe autour de nous, ça vient de nous, de notre interprétation, de notre fabrication, de notre création, et que nous allons amener dans notre réalité à nous propre. Chacun a sa propre réalité, chacun y incorpore sa propre manière de percevoir le monde autour de lui. Il va donc construire concrètement la réalité physique qu'il perçoit. Sachant que donc les sens internes, c'est l'inverse de ce qu'on imagine. Ils ne sont pas là pour capter ce qui vient de l'extérieur, ils sont là au contraire pour projeter euh, notre manière d'imaginer, justement notre interprétation de la réalité, de la projeter autour de nous et de créer en permanence une certaine forme de la réalité qu'on peut percevoir, et chacun va donc percevoir la réalité de manière absolument unique. Seth insiste en disant que ces événements sont mentaux. Toute la créativité de l'univers, de l'environnement autour de nous est mentale. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'étrange d'entendre ça, d'essayer de le comprendre, d'essayer de voir de manière concrète qu'est-ce qu'on met en place. C'est pas évident euh, de pouvoir justement, oui, de
de pouvoir imaginer que tout vient de nous et que du coup c'est en permanence, dès qu'on ouvre les yeux, dès qu'on entend quelque chose, dès qu'on sent quelque chose, dès qu'on mange, etc. C'est quelque chose que nous créons en direct. Mais en tout cas, ça permet de mieux comprendre aussi, euh, peut-être, en tout cas, moi ça me semble un peu évident, mais je vous partage cette réflexion-là, tous les courants spirituels ou peut-être même plutôt religieux, là pour le coup, hein, dans les monastères, tous ces courants religieux qui pour moi justement sont peut-être un peu plus proches d'une forme de spiritualité mise en place, hein. Et en général, dans tout courant religieux, là je dis peut-être une énorme bêtise, je dis simplement avec moi ce que j'en connais, hein. Donc je suis loin de connaître tous les courants religieux, mais en général j'ai quand même cette image qu'on vit de manière assez sobre, on s'entoure pas beaucoup d'objets, on se lève plutôt tôt et on a plutôt une journée assez organisée avec des activités manuelles et intellectuelles qui vont s'alterner. On a des chants, on a des repas plutôt légers, plutôt espacés, répartis tout le long de la journée. Euh, on a des temps d'écoute interne. On est plutôt coupé du monde, hein, coupé des sollicitations. Et ça va quand même un petit peu avec ce que c'est en train de dire. J'interprète complètement, hein, mais de me dire que oui, effectivement, quand on est dans une recherche, donc appelons ça spirituelle, eh bien, les courants religieux à la base, donc c'est pas forcément ce que l'on fait euh, quand on n'est pas moine ou prêtre. Hein, là, je pense par exemple, voilà, au catholicisme, hein, qui est quand même assez répandu en France, par exemple, pour ce que j'en connais, en tout cas. Euh, Ce qui est proposé dans les courants religieux, dans les monastères, par exemple, c'est vraiment voilà le lever très tôt, enfin, avec le lever du soleil, il y a des premiers chants, après on va manger, après on va voilà travailler dehors dans le jardin, ou enfin où chacun a ses tâches, hein. Il y en a qui, je sais pas, qui vont fabriquer des produits pour être vendus pour que le monastère ait de l'argent, ou enfin etc. etc. Euh, donc c'est pour essayer de limiter justement un environnement riche, rempli, donc quelque part un petit peu chaotique, qui prend beaucoup d'énergie. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que si on se remet dans la tête que nous créons tout ce qui nous entoure, eh bien plus on vit simplement avec très peu d'objets, avec quelque chose de régulier, de simple, eh bien ça économise de l'énergie. Moi, c'est en tout cas ma conclusion. On n'est pas obligé en permanence de recréer les milliers d'objets qui nous entourent, nous, dans notre vie quotidienne, hein. Si on vit simplement, on a des murs vides, blancs, très peu d'objets, on va à l'essentiel, et c'est plus facile de méditer, nos pensées, notre création n'est pas happée par la création de tout ce qui nous entoure, notre créativité et l'énergie profonde qu'on a en nous peut être peut-être mieux dirigée, et bien justement pour mieux ressentir le moins terme, pour mieux développer notre créativité, pour mieux laisser l'intuition se mettre en place, pour aller à l'essentiel de la vie. Une certaine voilà, une sobriété un peu heureuse, hein, voilà, il y a tout un courant là de pensée. Alors c'est là je pense plutôt voilà Pierre Rabhi sur des euh, lui c'était aussi le rapport à la nourriture, hein. Mais voilà cette sobriété joyeuse qu'on peut avoir dans notre vie qui permet un peu l'inverse de la société de consommation et finalement pour aller là je sais pas, j'interprète aussi, je ne crois pas que son message ça parle de spiritualité, je n'ai pas l'impression en tout cas, mais quand même pour aller vers une simplification et quelque chose de l'ordre de l'harmonie, en tout cas du fonctionnement avec la planète, hein. Si on s'encombre moins, on va plus facilement dans cette relation, cette compréhension des règles un peu universelles, naturelles du fonctionnement de la planète sur laquelle on est, hein. Bon. Là, voilà, j'ai un peu, disons, imagé, créé
créer des liens entre ce que Seth est en train d'expliquer et la manière dont ça peut avoir comme conséquence dans notre vie au quotidien. Et pour terminer ce paragraphe, il va dire, là il disait que voilà, tout était mental, hein, la construction de l'univers, etc. Mais il dit, cela ne veut pas dire que vous ne puissiez pas voyager jusqu'à d'autres planètes, par exemple, au sein de cet univers physique. Hein, il dit que l'espace n'existe pas, mais malgré tout, quand on est plongé dans cet espace physique, il dit, bah oui, oui, effectivement, vous pouvez voyager. En tout cas, avoir cette sensation de voyager, de se déplacer. Donc, cela ne veut pas dire que vous ne puissiez pas voyager jusqu'à d'autres planètes, par exemple, au sein de cet univers physique, ni que vous ne puissiez pas utiliser des tables pour leur faire porter des livres, des verres et des oranges. Et là, Robert précise effectivement, comme c'est le cas de la nôtre en ce moment. C'est pour ça que Seth donne cet exemple-là. Virgule, là c'est Seth qui reprend la main, bien que la table n'ait pas en elle-même de densité particulière. Comme il y a des conventions, nous nous sommes mis d'accord sur le fait qu'une table est un objet solide, et nous avons mis comme convention qu'on peut poser des objets dessus. Du coup, comme tout le monde est d'accord avec ça, ça fonctionne. Voilà, j'ai l'impression que c'est dit comme ça. Mais de manière concrète, ou dans une autre réalité alternative, ou si on regarde très clairement, la table n'a pas de densité, d'ailleurs je l'avais déjà dit dans une séance précédente, une table, comme toute matière, c'est 99%, j'ai pas le nombre exact, les chiffres après la virgule, de vide. Hein, je rappelle que, je sais plus exactement, c'est si l'atome, alors si c'est un atome d'hydrogène, donc c'est juste un proton, un neutron, euh, si on est au milieu d'un terrain de football, je sais plus si ça a la taille d'une orange ou du ballon de football lui-même, mais en tout cas, l'électron, il fait le tour à l'extérieur du terrain de football, en cercle. Alors on transforme ça en 3 dimensions, donc en sphère, et on voit que effectivement la matière, donc ça c'est un des éléments les plus simples, hein, l'hydrogène, mais bon, à chaque fois après on rajoute des protons et des neutrons sur le noyau, ça peut rajouter éventuellement des électrons si on rajoute des protons. Euh, mais en tout cas, on est à peu près dans le même ordre d'idée, de distance, donc vous voyez que le reste, c'est du vide. Donc la matière, c'est du vide. Et c'est juste les conventions qu'on a mis en place qui nous permettent d'utiliser la matière, de la vivre, de la voir, de la toucher, d'avoir des interactions avec elle, parce que c'est une convention particulière. Et ça, c'est vraiment étonnant de se le rappeler. Mais en tout cas, il y a un lien effectivement énorme avec ce que l'on voit. Donc en physique, on dit qu'effectivement la matière c'est du vide. Du coup, on ne touche pas les matériaux, mais on a des interactions. Je crois que c'est le champ électromagnétique. Là, j'ai un petit doute parce qu'il y a plusieurs forces un peu élémentaires. Là, je suis pas très à jour. Ce qui va relier deux atomes entre eux, hein, pour former des molécules. Là, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, les forces internes fortes. Bon, je sais plus exactement. Donc, non, pour moi, justement, comme elles sont très très fortes pour tenir des atomes et des molécules, nous, quand on est juste en contact comme ça avec un objet, je crois que c'est la force électromagnétique qui fait que c'est juste les électrons qui sont à l'extérieur qui se repoussent. Hein. Et donc, il n'y a pas de contact exact. Aucun électron ne se rencontre, aucun noyau ne se touche non plus, sinon ça fait des forces extrêmes. Hein. C'est la fusion, par exemple, hein, quand il y a deux noyaux qui se fondent. Hein. Donc c'est pas le cas au quotidien. Euh, c'est uniquement des repoussés, donc sans contact réel de matière. Voilà, je vous laisse juste garder un petit peu ça en tête. Je crois que ça fait à peu près 1 heure que j'ai commencé cette première partie de séance, donc je vais faire une petite pause et puis on se retrouve juste après. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.